Bon, je vous ai rien caché dimanche dernier. Cette casquette rouge conservée contre vents et marées. Alors, est-ce qu'on a bien fait? Et vous allez voir que on a bien été aidé. Que s'est-il passé? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vous disais que l'économie était en train de se dégrader et d'être particulièrement méfiant sur les niveaux actuels sur le marché. Et encore une fois, cette semaine, les indices PMI, notamment aux États-Unis, n'ont pas été bons. Et je dirais même plus, ils ont été inférieurs aux attentes. Et lundi, comme ça, direct à froid, on a eu en plus de ça l'estimation flash de l'inflation en zone euro. Et elle a été supérieure à ce qu'on attendait, 5,5%. Si on exclut tout ce qui est alimentation et énergie, parce que ce sont des données qui sont très volatiles, excluons aussi alcool et tabac, c'est ce qu'on appelle le core CPI. Et pour les PMI en zone euro, ça ralentit encore en Allemagne, et ce pour le deuxième mois consécutif, à cause d'une baisse de la demande dans les services. Et globalement, les autres PMI de la zone euro, ils étaient soit conformes aux attentes, soit inférieurs aux attentes. Pas de bonne surprise. La Banque centrale d'Angleterre, elle aussi, a relevé son taux directeur. On est aujourd'hui à 5,25%. C'était largement prévu. Taux d'intérêt qui sont à des niveaux les plus hauts depuis 15 ans. La baisse de l'inflation, tout de même, qu'on peut noter au Royaume-Uni, a permis de ralentir ce resserrement monétaire, puisque, souvenons-nous, au mois de juin, la BOE, donc la Banque centrale d'Angleterre, a relevé par surprise de 50 points de base ses taux directeurs, où on attendait seulement 25 points de base de hausse de taux. Et ça, c'était une surprise. Et à l'inverse, nous avons une banque centrale qui peut se permettre de baisser ses taux directeurs, le Brésil. Bon, en même temps, ils étaient à 13,75% et ce depuis un an, août 2022. Si mes calculs sont bons, vu qu'on est en août 2023, un an ou 2022, voilà. Aujourd'hui, ils sont à 13,25%. D'autres baisses sont même prévues d'ici la fin de l'année. Ceci dit, le Brésil et le Mexique sont les pays qui affichent les taux d'intérêt les plus élevés, et ce relativement à la taille de leur économie. Ils ont même été félicités par Fitch, l'une des 3 plus grandes agences de notation, en relevant la note du Brésil, et ça a été le cas aussi pour Standard & Poor's, qui est passé d'une perspective neutre à une perspective positive. Et puis vendredi, nous avons eu le NFP, les Non-Farm Payroll, ces fameuses créations d'emplois mensuelles aux États-Unis, meilleur que prévu en termes de chômage, moins bon que prévu en termes de création d'emplois, hausse du salaire moyen, expliqué par le nombre de créations d'emplois qui baisse, mais les salaires montent. Normalement, c'est censé être plutôt une mauvaise nouvelle en termes d'inflation, mais vu qu'il y a moins de création d'emplois que ce qu'on attendait, disons que ça compense. Le marché a plutôt bien apprécié en fin de semaine. En même temps, on a quand même pas mal dérouillé tout au long de la semaine, donc un petit rebond technique du vendredi avant le week-end. Ça mange pas de pain. Je le répète, d'un point de vue économique, ça sent le sapin et on n'est pas tout seul à le sentir. Oui, l'agence de notation Fitch a provoqué un mini tremblement de terre cette semaine en dégradant la note des États-Unis. Ah, c'est pas possible, ces enfants encore, ils vont nous mettre autant de bazar. Je vais vous rendre les copies là. Donc on se calme. Je sais que c'est les vacances, tout ça, mais ok. Bon, on va commencer par les bons élèves. Brésil, c'est bien. Enfin, en tout cas, c'est mieux. En plus, Brésil, vacances... ça donne un petit peu envie de swinguer là. Bah voilà, c'est bien Brésil, tu mets de bonne humeur. Ensuite, c'est qui son prénom lui? USA. USA, tu réponds quand je te parle parce que ça y est, tu te crois au-dessus de tout. Oui, on dit USA, oui d'accord. C'est quoi cet endettement? Tu t'es cru où? L'argent il tombe du ciel? Et tu te calmes, j'ai pas fini. À chaque fois, en plus que t'as un truc à rendre, tu le rends au dernier moment. Ouais, à chaque fois là, tu relèves le plafond de la dette à la dernière minute. Mais ça, j'en peux plus ça. Ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans. Monsieur States là, je m'en fous comment ça se prononce. Donc tiens là, tiens c'est bâclé. Non, c'est bâclé. Et fais gaffe, USA, fais gaffe. Ils tombent dans le coin de l'œil là les collègues, Moody's et S&P. Ils vont pas te louper non plus. Alors ressaisis-toi. Donc toi Brésil, c'est très bien, continue comme ça. Tu t'améliores. Et toi, tiens, USA, bougie rouge. Voilà, ça t'apprendra, bougie rouge. Ah, putain, ça fait du bien. Pourquoi j'ai ce truc-là? Ça, elle m'inspire plus, cette casquette rouge. Elle m'a bien inspiré cette semaine. Alors, j'ai fait une vidéo dans la semaine qui explique tout ça ici sur la chaîne. Ça a depuis fait exploser le taux à 10 ans aux États-Unis, qui est au plus haut de l'année et même au plus haut depuis 9 mois. Les États-Unis ont même expliqué qu'ils allaient augmenter leur émission de dette à long terme. Et là, dans le trimestre qui arrive, pour combler l'écart entre les recettes fiscales et les dépenses publiques. Et tout ça, ça a accentué le rendement des obligations à 10 ans et à 30 ans. Mais autour de ça, il y a quand même
d'autres pays qui restent particulièrement sérieux avec des notes AAA. Nouveau repli du chiffre d'affaires pour Apple qui a publié donc jeudi soir. Troisième trimestre consécutif de baisse de ses ventes, notamment d'iPhone. Son revenu trimestriel est un peu moins de 20 milliards de dollars pour un peu plus de 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires tout de même. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Chine, les ventes se sont accélérées de quasiment 8% de croissance alors qu'elles étaient en contraction le trimestre précédent. Alors côté perspective, Apple s'attend à des résultats à peu près similaires pour le trimestre qui va suivre et c'est pour ça que ça n'a pas été une bonne nouvelle pour l'action qui a quand même accessoirement déjà pris 60% depuis le début de l'année. Alors Amazon de son côté a tout pété. Bénéfice par action de 65 centimes de dollars. Il y a un an, au même trimestre, c'était une perte de 20 centimes de dollars par action. Chiffre d'affaires sur le trimestre, 134 milliards de dollars. Et le point positif, c'est que c'est l'une des rares entreprises à pouvoir se permettre de rehausser son niveau de jeu pour les trimestres à venir et même d'ailleurs de donner de la visibilité. Elle vise donc une hausse de ses ventes à hauteur de 140 milliards de dollars à peu près pour le prochain trimestre. Et Atos, alors cette semaine a été plutôt digne d'une sorte de crypto dans un bear market. Autrement dit, elle a perdu 50% de sa valeur. Inquiétude de parlementaires français à cause de négociations qui visent à vendre une partie du groupe Atos au milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Et ça pourrait compromettre l'indépendance de la dissuasion nucléaire française. Et cette semaine avec Virginie, nous allons parler interrupteur. Jour, nuit, jour, nuit. Ça c'est vachement bien, tu vois? Salut Xavier. Alors cette semaine focus sur Legrand. Legrand, vous connaissez tous, c'est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, très engagé notamment dans le développement de solutions pour maîtriser la consommation énergétique ainsi que dans la maison connectée. Au niveau de la liquidité du c'est dur à dire. Au niveau de la liquidité du titre, aucun problème particulier, on est aux alentours de 10 millions d'euros échangés par jour. Et donc, qu'est-ce qui a attiré mon attention? Tout simplement, lundi, elle a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires. Et quand j'ai regardé le graphe hebdo, j'ai pu voir qu'on avait une belle tendance haussière depuis septembre 2022 et que prendre une position aux alentours de 90 sur la M7 hebdo pourrait être une bonne idée avec une invalidation claire sous les 86 et un TP1 aux alentours de 100, soit le plus haut historique. Si elle arrive à ce TP1, on peut laisser courir le solde pour découvrir de nouveaux plus hauts. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous disais déjà depuis 2 semaines, travailler à la vente, plus particulièrement les indices les plus faibles, c'est-à-dire l'Europe, qui était revenu sur des grosses zones de résistance, les mêmes qu'on connaît depuis des mois et dont on avait d'ailleurs profité en faisant de beaux trades et une belle performance. Et pourtant, la semaine passée, le marché ne nous donnait pas raison. Et pourtant, nous avons continué à persévérer. DAX et CAC 40 notamment ont consolidé et les indices américains sur lesquels je garde encore une casquette bleue se sont légèrement repliés, on verra dans le détail tout à l'heure. Pourquoi casquette bleue? Parce qu'ils sont toujours dans des tendances haussières, mais ils commencent à donner des premiers signaux de faiblesse. Alors je passe rapidement sur l'Eurostoxx qui a tenté de passer au-dessus de cette résistance. Finalement, on l'a réintégré, on est revenu dans le range dans lequel il est depuis le mois de mai. Alors on continue de vendre parce qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles d'un point de vue économique. D'ailleurs, la dégradation de Fitch va dans ce sens. Nous étions sous des zones de résistance et j'insiste bien sur zone. J'y reviendrai juste après. On voit même que sur les publications d'entreprises, il y a quand même un certain manque de visibilité et ça, le marché, il n'aime pas. Je rappelle aussi accessoirement que certains indices ont pris entre 30 et 40% depuis le début de l'année. Et en plus de ça, le mois d'août et le mois de septembre sont pas forcément favorables pour les marchés. C'est ce qu'on appelle la saisonnalité. L'histogramme en vert, par exemple, c'est l'évolution moyenne de l'indice SP500 et on est proche de 0 au mois d'août. En moyenne, à moins 2% en septembre. Ce qui est en bleu, c'est depuis 20 ans et en beige depuis 1950. Alors, je vous avais parlé aussi de l'avidité extrême dans lequel on était. Ça, c'était la semaine dernière, genre tout va bien, vas-y, envoie du risque, fais all-in. Il n'y a pas de risque. Non, zéro risque. C'est le moment d'investir à mort. Et là, ça n'a pas loupé. Généralement, quand on est comme ça dans des avidités extrêmes ou dans des peurs extrêmes, assez rapidement, le bouchon saute. Donc, c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut être prudent. D'ailleurs, le ratio call était à son max. Et ça, c'était depuis des années, en mode all-in. Alors oui, fondamentalement et techniquement, je ne vais pas faire un dessin sur le fait qu'aujourd'hui, pas changement de casquette, on continue.
7500 points dimanche dernier et je vous avais rien caché en disant que j'étais en moins-value donc sur les positions à la vente sur le CAC 40, proche de zone de résistance que je continue à vendre. Et je vous disais aussi que beaucoup se focus sur l'espoir d'avoir raison plutôt que d'être dans l'action, ce fameux coup d'avance que j'appelle, en disant tiens, à quel moment est-ce que le marché me donnerait raison? Et donc, c'est à ce moment-là que je dois y aller vraiment. C'est simplement en fait préparer la suite. Donc je vous disais, le marché ne me donnait pas raison à ce moment-là, mais à quel moment est-ce qu'il commencerait à me donner raison? Si on faisait un breakout baissier daily, c'est-à-dire rupture des plus bas de la veille en données journalières. Et c'est à ce moment-là qu'il faut y aller, qu'il faut charbonner. Donc rapidement, le CAC 40 a perdu 200 points, quasiment 4%. Je vise toujours 7111 points en premier gros objectif. C'est le bas du range dans lequel on est depuis des mois. C'est exactement le même objectif que je m'étais fixé il y a un mois et il y a 2 mois encore auparavant sur des stratégies à la vente. C'était exactement les mêmes. Premier objectif avant de viser un petit peu plus ambitieux sur le second, notamment le bas de ce porte-voix. C'est autour des 6950 points. Même chose sur le DAX que Rodolphe a continué à travailler et même de manière beaucoup plus active. Salut tout le monde, salut Xav. J'espère que vous êtes bien remis toutes et tous de l'apéro de cette semaine. Merci, c'était vraiment un moment sympathique de partage et d'échange entre nous. Là, je suis à la montagne, donc j'espère que ça passera à peu près rapidement. Ça caille, du reste, fait 5, 6, 7 degrés. Ça caille également sur les marchés, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour ma part. On va y revenir dessus. Je vous invite, je viens de l'écouter là pendant 1 heure, l'interview, 45 minutes, l'interview de Caro que Xav a fait samedi matin. Il est important à écouter parce que vraiment, elle parle très bien du processus de répétition pour arriver à un semblant ou du moins un départ de réussite. Que ça soit en trading, en investissement, je vous l'ai toujours dit, c'est difficile, c'est compliqué, il faut être persévérant, patient, discipliné, mais il faut mettre en place psychologiquement, émotionnellement et de manière que nos neurones progressivement s'adaptent, il faut mettre un phénomène de répétition, de compréhension. Vous ne deviendrez pas magicien ou footballeur professionnel en 2 minutes, d'accord? C'est pareil pour l'investissement, c'est pareil pour le trading. Concernant le DAX. Alors, concernant le DAX, très rapidement, vous le savez, je vous le disais la semaine dernière, j'ai galéré sur ce plan, même si j'avais fait 4 fois la descente précédente swing. C'est pas parce que je la fais que j'arrive, c'est ça le plus important, que j'arrive à le faire faire à toute la communauté IVT. On avait un haut de zone vers les 16005, c'était le haut de ma zone, vraiment le haut. On a eu 24 heures un peu tangent où j'ai laissé faire le marché, voire heureusement en clôture journalière. À aucun moment il m'a déstabilisé ou il m'a amené à prendre une quelconque perte. Mais voilà, depuis quelques mois, taux de réussite incroyable, pratiquement, enfin, de 100% sur les indices, notamment sur les plans swing. Et donc du coup, ça peut arriver et ça arrivera. C'est pour ça que le plus important est toujours de gérer son money management, sa position, sa taille de position par rapport à son capital, parce qu'il faut jamais se laisser emporter par l'euphorie, dire qu'on dompte le marché alors que le marché il a toujours raison. Concernant le DAX, j'ai été très actif. À partir du moment où j'ai vu que ça échouait sur les 16005 et que ça réintégrait, j'ai vendu des positions, même pour moi, relativement importantes. On a fait encore énormément de points, on a fait encore toute la descente. Ok, je vous dis ça, maintenant ce qui vous intéresse souvent, c'est la suite. La suite, elle est claire, nette pour moi. Tant qu'on reste, regardez, allez, je vais vous donner une petite astuce, regardez vos bandes de Bollinger Cash, donc sur l'indice cash des actions DAX, regardez-le en mensuel et en hebdo. On voit clairement que ça s'est fermé autour des 16 500, 17 000, d'accord? Donc pour moi, clairement en swing, pour l'instant, je n'achèterai pas le DAX et tout rebond, alors ça peut être un rebond vers 16 100, 16 200, voire même ils peuvent remonter même jusqu'à 16 500, mais peu importe, si vous gérez bien votre exposition, votre money management et que vous gérez bien votre taille de capital pour pas être embêté et pas que vos émotions à aucun moment prennent le dessus sur vous, je continue de vendre non-stop tous les rebonds du DAX. Alors, le but c'est quoi? C'est d'aller chercher à nouveau les 15 500, voire éventuellement la fameuse magnifique zone des 14 800, 15 200, d'accord? Autour des 15 200, c'est déjà pas mal. Mais moi, vous le savez, j'ai vu pas mal d'éléments économiques fondamentaux qui se dégradent. Donc là, je vous parle vraiment horizon plutôt 2024, donc c'est loin. Mais ça m'étonnerait pas un retour du DAX dans le temps, autour des 13 500. Je vais plutôt profiter pour l'instant de chaque rebond sur le DAX. Je l'ai encore fait vendredi, puisque vendredi, vous avez donné quand même 3 fois la zone des 15 970 pour revendre. Et puis finalement, ça s'est retourné. Je vais également terminer un peu cette petite audio pour vous avertir notamment sur le SP500, sur le dos. Je suis vendeur aussi sur les tous. Je vous ai partagé le trade sur les réseaux sur le SP500. Il est toujours en cours. Je crois qu'il a fait le TP1 vendredi soir quand les US se sont remis à rebaisser. J'ai pas mes graphiques avec moi là où je les ai, mais en petit, donc c'est pas aussi simple pour moi. Mais ça m'étonnerait pas que je devienne également plus actif et encore plus assidu à la vente sur les US qui pour moi
commence également. Regardez vos bandes de Bollinger mensuelles cash, que ça soit sur le Nasdaq, que ça soit sur le SP500, ça se dégrade. Et à mon avis, il faut mieux continuer de travailler ce sens vendeur, notamment le SP500, tant qu'il n'est pas 4004, voire même 4003. Ça rejoint un peu mon esprit sur les actions où pour l'instant je préfère de la prudence, et même si j'observe toujours des actions de qualité qui ont déjà présenté un premier repli, je vais attendre encore un peu plus bas pour rentrer sur les belles valeurs comme LVMH, je vous l'ai déjà dit, on va pas le répéter. Voilà pour mon sentiment de marché, pour ce que je vais faire. Merci Xav pour tout encore une fois, et voilà, je vous invite vraiment à regarder l'interview de Caro d'hier matin. Voilà, je vous embrasse bien fort. Merci, bonne fin de week-end tout le monde. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Alors oui, tout à l'heure, j'ai insisté sur les zones parce que en analyse technique, il faut vraiment faire attention à pas se dire « Ah, je trace un support, si je pète le support, je vais aller 20 étages plus bas. » Je trace une résistance, la résistance elle casse, je vais aller 20 étages plus haut. Bah oui, le marché il respire, il évolue comme ça dans des cycles, dans des phases, dans des tendances et il peut, comme on l'a vu, rapidement changer de psychologie. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, vous vous souvenez avec la fameuse englobante baissière qu'on avait sur le SP500, c'était une première alerte. Et preuve en est, derrière, c'est allé très vite avec la dégradation de Fitch. Donc d'abord les tendances, ensuite les zones d'intervention et enfin un sens prioritaire. Alors, on va continuer calmement à travailler à la vente les indices européens, même s'ils peuvent tout à fait continuer à évoluer dans ces ranges, c'est-à-dire rebondir, redescendre. Donc, on va plutôt travailler à la vente sur rebond. Sur les indices américains, je rappelle, casquette bleue conservée. Ça veut dire qu'il y a eu des premiers éléments de dégradation en données horaires, mais c'est encore particulièrement léger en daily. En fait, sur certains indices, on est passé sous les moyennes mobiles à 20 jours, qui sont des points de repère de tendance sur des unités de temps court terme. Par exemple, sur le Nasdaq, on est en train de la tester au moment où je suis en train de tourner la vidéo sur le SP500. Et l'indice Dow Jones, on est encore loin. Il reste plus fort par rapport à ces deux copains. Par contre, si on s'installe dans le courant de la semaine prochaine, sous les polarités, d'ailleurs c'est les mêmes que je vous avais partagé dimanche dernier, je rappelle donc Nasdaq 15 400, Dow Jones 35 002, SP500 4520. Alors à ce moment-là, on appuiera un peu plus fort sur le bouton rouge. En attendant, on reste focus prioritaire sur les indices les plus faibles, donc en Europe, qui sont donc encore dans des tendances neutres et ça dure depuis des mois et des mois. Ah oui, et le gold, retour en zone d'achat, cette grosse zone des 1925 $ que vous connaissez puisqu'on en parle depuis des semaines. Support dans une tendance primaire, dans une tendance de fond qui reste haussière, c'est donc une zone d'achat. Détends-toi, respire. C'est l'heure de réfléchir. Ah, pas trop quand même, ça fait mal à la tête. C'est l'instant psychologie. Alors comme quoi, la semaine dernière, on a traversé pas mal d'obstacles et aussi d'épreuves psychologiques. Alors, cette semaine, on va s'en réjouir, mais on va se calmer quand même. Parce que on va retenir le plus important dans le parcours d'un investisseur, c'est plus le chemin qu'on a parcouru qui est beaucoup plus important que la destination. Et c'est de se rappeler de ces moments-là qui nous permet d'évoluer psychologiquement, techniquement, mais aussi en termes de gestion des positions, ce qu'on appelle le money management. La gestion du risque qu'on a à chaque plan, à chaque trade, en fonction de l'unité temps et bien évidemment en fonction de l'actif. On prend son temps, on prend le temps d'observer, d'analyser et on est beaucoup plus actif au moment où il le faut. Bon, vous vous doutez bien qu'en cette période, allez, on va pas être trop négatif quand même sur les marchés traditionnels, mais disons de flottement, de manière générale, c'est la même chose sur le marché des cryptos. Je vous disais de garder du cash pour les prochaines opportunités. En termes de gestion active, pas de changement cette semaine. Pas d'alerte majeure non plus, les tendances de fond elles restent haussières, que ce soit sur Bitcoin, sur Ether, et donc dans des tendances finalement très très neutres, à très court terme. Et d'ailleurs, ça se voit très bien avec cette carte, on a plus l'impression que c'est la météo des plages. Donc sur cette carte, en fait, on voit une bataille entre deux catégories de baleines. Ceux qui détiennent plus de 10 000 bitcoins en portefeuille, ils sont en train de distribuer, alors que ceux qui ont entre 1000 et 10 000 bitcoins, eux, ils accumulent. Donc la question est, qui va arrêter le combat en premier? Au-delà de ça, il y a quand même quelques cryptos qui lâchent prise, comme par exemple Litecoin, où j'ai mis un ordre d'achat là sur cette borne basse. Vous vous souvenez, c'est le même niveau, je vous avais partagé il y a un peu plus d'un mois, qui avait provoqué derrière une hausse de 50%. Donc on voit globalement que la capitalisation totale est toujours coincée sous cette résistance et en même temps ça lâche pas prise. Alors soit le marché se dynamise là dans les prochains jours positivement et ça permettra accompagner et de recompléter la gestion active pour
acheter les cryptos les plus fortes, ou alors on a ce qu'on appelle un spike, à un moment donné une capitulation à très court terme, comme celle qu'on a vue au mois de juin, pour pouvoir saisir les opportunités sur des replis un petit peu plus intéressants que de rentrer à l'achat aujourd'hui. Jeudi prochain, ne pas oublier, rendez-vous avec l'inflation aux États-Unis. Et oui, ça sera donc encore une fois très important pour les futures anticipations du marché quant à la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, dont je rappelle que Jérôme Powell a été particulièrement expéditif dans sa... Et avant de vous expédier en ce dimanche, n'oubliez pas un petit like pour soutenir la chaîne et la faire découvrir au plus grand nombre. Je voulais vous dire encore merci de votre soutien, merci de votre fidélité et aussi, et ça c'est quand même quelque chose d'important, de votre bienveillance. Et encore une chose avant de vous dire à très vite, ciao. Vous avez été plus de 2000 à participer à l'apéro qu'on a fait avec Rodolphe jeudi dernier. D'ailleurs, ça a duré 3h30. C'était sérieux, sans vraiment se prendre au sérieux. La majorité d'entre vous êtes allés jusqu'au bout, truc de ouf. Donc je rappelle, c'était sur l'investissement au sens large. Il y a eu beaucoup d'intérêt, beaucoup trop de questions pour pouvoir répondre à tout. Donc ce qu'on s'est dit avec Rodolphe, c'est qu'on va reproduire rapidement cet événement. Ça, c'est promis. Je vous tiens au courant, bien évidemment. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre sur IVT, il y a une offre du mois d'août si ça vous intéresse. Et allez, cette fois, c'est la bonne. Ciao. Allez, on part. On s'en va. J'ai dit on s'en va. Ciao.